Bonjour, je suis Marie Drucker. Vous écoutez Au bout de l'enquête, le podcast. On les appelle cold case, ces affaires classées réputées insolubles. Elles résistent parfois plusieurs dizaines d'années aux enquêteurs, avant qu'un indice oublié, un témoignage inespéré ou une expertise scientifique innovante permettent de retrouver la trace des coupables. Sylvain Allohar, un homme respecté de tous, militaire de carrière, a été exécuté froidement un matin du mois de mars 1998. Pourquoi ce marin qui a servi sur le porte-avions Clémenceau a-t-il été abattu sur son parking à Marseille de 2 balles dans la nuque ? Règlement de compte, crime amoureux ou familial, l'enquête a duré des années et a été récemment relancée par un grand magistrat spécialiste des cold cases. Vous écoutez l'affaire Sylvain Allohar, première partie. Je me souviens bien, c'était à peu près 7h30 le matin. Guy Fazi, ancien enquêteur au SRPJ de Marseille. J'étais de permanence avec la brigade criminelle. Et on a été appelé pour un homicide ou une tentative d'homicide. On ne savait pas encore très bien ce qu'il en était. Et c'était pour un homme qui avait été abattu en sortant de chez lui. On est dans le 9e arrondissement, une résidence d'un bon standing dans les quartiers tranquilles, résidentiels de Marseille. La voiture était garée là. C'est en partant à son travail que Sylvain Allohar, il se rend compte qu'il a un pneu qui est crevé. Et ce moment où il était penché sur sa roue en train de changer son pneu, qu'un homme arrive dans son dos et lui tire 2 balles dans la tête. C'est forcément une enquête dont on se souvient, surtout que la personnalité de la victime qui était complètement atypique, quoi. C'est pas le genre de personne qu'on a l'habitude de relever sur le pavé de Marseille. J'étais dans la rue du village. André Lenel, oncle de Sylvain Allohar. Et ma sœur m'a appelé pour m'informer que notre neveu avait été assassiné de 2 balles dans la tête devant son domicile à Marseille. Donc voilà, nous avons été très interloqués parce que mon neveu n'est pas un truand ni un mafieux. Et qui avait fait ça et pourquoi, pour quelle raison ? J'étais à mon travail, à la sécurité sociale à Gardanne, où je travaillais. Christine Lenel, tante de Sylvain Allohar. Et c'est mon mari qui m'a téléphoné pour me dire que Sylvain n'était plus là. Que notre neveu n'était plus là. Il avait été assassiné. Un gros chagrin. Et je suis vite montée chez moi. Ça a été un coup dur. On ne s'attendait pas du tout à ce qui est arrivé. On se renseigne immédiatement sur l'identité de la victime. Guy Fazi, ancien enquêteur au SRPJ de Marseille. On apprend qu'il était en instance de divorce. C'était un marin. Il était jeune, il avait 31 ans. On ne lui connaissait pas d'un ami, voilà. Mon neveu est rentré dans la marine à l'âge de 16 ans, à l'école de la marine. Il a été à l'école de Mestrance, donc il était sorti major de sa promotion.
Il était premier maître à bord du Clémenceau, il était responsable de la sécurité à bord du Clémenceau. Donc c'est un poste assez important. Hein. Lorsque le Clémenceau a été désarmé, il a été muté au fort de la Collégiale sur Siphon. C'est là qu'il se rendait à 7h, le 23 mars à 7h du matin. C'est vrai que pendant des fois de longs moments, on le voyait pas, hein, parce qu'il était embarqué sur des missions qui étaient longues. Ami proche de Sylvain Alloar. Il nous écrivait à mon époux et à moi-même. Quand on a appris son décès, ça a été, comment dire, c'est super dur parce que c'était incompréhensible. Voilà, c'était comme un coup près, quelque chose qui tombe et on se dit mais comment c'est possible? Pourquoi assassiner Sylvain, quoi? C'est la question. Il y a eu un traquenard, le pneu arrière. On s'aperçoit qu'il a été crevé volontairement sur le flanc. L'auteur a manifestement profité du fait que Sylvain s'affairait à changer la roue pour le surprendre sans qu'il puisse se défendre. On découvre deux étuis de calibre 22 long rifle. Tout était par terre, au sol, devant l'entrée de la résidence. Il fait jour, il y a des gens qui rentrent, des gens qui sortent, et ça s'est fait au vu et au su de tout le monde. Il y a un témoin qui a vu le tireur. Il décrit un homme d'une corpulence assez forte, assez grand, avec une casquette, qui fait feu et qui serait reparti avec un autre homme au volant. Dans une Renault 21 grise, dont un témoin a relevé aussi le numéro d'immatriculation. Ça paraît être une piste très prometteuse, mais donc hélas, on s'est aperçu très rapidement que l'immatriculation était fausse, elle ne correspondait pas du tout au véhicule décrit. Et donc, c'était une preuve de plus des précautions qui ont été prises par les auteurs pour ne pas être démasqués. On se rend compte aussi que le portail a été bloqué à l'aide d'un morceau de carton et ça laisse un accès libre à l'auteur lorsqu'il s'enfuit. Donc tous ces éléments évoquent une exécution programmée, quelque chose qu'on peut voir dans le milieu ou dans le grand banditisme pour un règlement de compte. C'est vrai que le milieu existe à Marseille, mais enfin, je vois pas ce qu'a à faire le milieu avec un garçon comme celui qui a été tué. Jean-Claude Valera, ancien avocat de la famille de Sylvain Alloar. Mais ce qui est bizarre, c'est que 22 long rifle, c'est pas une arme du milieu. Le milieu utilise les 9 mm ou le 358 Magnum. Très honnêtement, on ne le connaissait pas d'un ami, nous. Hein. Franck Chauvet, ami proche de Sylvain Alloar. C'est quelqu'un qui franchissait assez rarement les limites et c'est quelqu'un qui avait quand même un certain code de l'honneur. On va dire c'était un peu notre caution sur ce plan-là. On n'a pas compris, très honnêtement, on n'a pas compris. Donc au départ, on a assez peu d'éléments sur la victime. Guy Fazy, ancien enquêteur au SRPJ de Marseille. Donc on va être amené à éplucher toute sa vie, quoi, essayer de démêler toutes les facettes de sa personnalité, de ses activités, pour savoir exactement ce qui s'est passé, quels éléments ont pu amener à cette issue fatale. Sylvain, dans le cadre de son travail, avait eu une altercation avec un autre marin
qu'il considérait comme responsable de dégradation. La personne avec qui il a eu ce problème devenait suspect, entre guillemets. On a fait toutes les vérifications en ce qui le concernait et on s'est rendu compte qu'il était notamment en mer au moment des faits, lorsque Sylvain a été tué. Les policiers ont étudié la personnalité de Sylvain à Loire. Et apparemment, c'est un homme au-dessus de tout soupçon. Mais à l'époque, le port de Toulon, où il travaille, est secoué par une série de scandales. Malversation, emploi fictif, vente d'armes illégales. Les policiers décident de remonter cette piste, mais cela ne donne rien. Il n'existe aucune preuve que Sylvain Loire soit impliqué dans ces affaires. L'enquête se tourne alors vers sa vie privée. La plongée dans la vie privée de Sylvain nous amène assez rapidement à voir des éléments sur son mariage. En fait, il était en instance de divorce et la séparation se passait relativement mal. Mon neveu a rencontré sa future épouse lors d'un réveillon, je crois en 1994. André Lenel, oncle de Sylvain Loire. Ils se sont mariés rapidement en 1995. Ils ont vécu ensemble un petit moment chez mon neveu à Marseille. Après, ils ont eu une petite fille au mois d'avril 1996. Ils ont emménagé dans l'arrière-pays, dans une villa, une belle villa. C'est une villa qui avait été construite par son épouse. Avec son ex-femme, ils semblaient tous les deux très amoureux. Amis proches de Sylvain Loire. Même si ils n'étaient pas du même milieu social, tous les deux, en fait. Ils semblaient amoureux. Et Sylvain était super heureux. Vraiment. Ça a très bien marché au début. Tout se passait très bien. Christine Lenel, tante de Sylvain Loire. Jusqu'au moment où, après le mariage, il y a eu la petite qui est venue, leur fille. Et là, catastrophe, petit à petit, on ne lui laissait pas voir tellement la petite, ni la prendre, ni rien. Enfin, il était un peu frustré, quoi, de ne pas pouvoir s'occuper de sa fille. La belle famille de mon neveu est une famille très influente sur leur commune. Ils possèdent plusieurs commerces. Ce sont des notables. Oui, la belle famille, c'est une famille de notables très connue dans la région où ils habitent. Jean-Claude Valera, ancien avocat de la famille de Sylvain Loire. Des gens qui sont plus qu'aisés, qui sont riches, disons-le, très autoritaires. Je pense que celle qui est à la tête du clan, c'est la maman de l'ex-compagne. Et ce sont des gens relativement durs, dirais-je. Lui, c'était un petit marin, donc c'était des gens influents. Donc il n'avait pas trop sa place dans la famille. Non. Et financièrement, il ne pesait rien, quoi. Parce que le salaire d'un marin par rapport à des gens qui ont des commerces et qui ont pas mal de revenus, ça n'avait rien à voir. Le milieu n'était pas le même. Eux, c'était des gens de la haute, comme on dit, et nous, on était des gens normaux. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, il y avait quand même un relais qui ne marchait pas avec eux. Et donc, il y avait l'arrière-grand-mère, la grand-mère, la mère, enfin, tout le monde était là. Et chaque fois, quand notre neveu venait la voir, la petite, et la prendre, on lui faisait toujours des misères. Hein. Elle était malade, elle était ci, elle était là. C'était un clan matriarcal et toutes les femmes étaient, comment dire, elles se soutenaient toutes. Ce qu'il nous avait dit, c'était qu'il avait l'impression d'être entré dans un clan. Ami proche de Sylvain Loire. En fait, et de pas en faire partie. Et Sylvain, il était quand même très indépendant. Et je pense qu'il s'est senti privé de ses propres libertés. Il fallait que la maison, elle soit dans le terrain familial de la belle famille. Il fallait que on fasse comme on lui dit de faire.
Voilà. Et ça, c'était pour lui insupportable. Il avait l'impression d'être manipulé, en fait. Il en a eu assez et il a pris ses clics, ses claques et il est parti. Il est parti de la maison là-bas. Il a réintégré son studio à Marseille. Et donc, il a un peu vécu là-dedans en attendant. Il nous avait dit que sa belle famille disait que c'était un homme qui buvait, qui était un homme à femme, que qui s'occupait pas de sa famille, que c'était tout faux. Sylvain, il faut le dire, il plaisait beaucoup aux filles. C'était un copain. Lorsqu'on était au restaurant, les filles se retournaient sur lui. C'était un beau gars. Franck Chauvet, ami proche de Sylvain Alloar. Qui avait tout pour lui, etc. Alors, il aimait les filles, hein, c'est sûr, mais il aimait être amoureux aussi. Voilà. Il aimait aussi l'idée d'être amoureux des filles. Il était comme ça. C'était un cœur d'artichaut. Il tombait amoureux tout le temps. On a eu des échos d'une liaison ou d'une aventure. Guy Fazy, ancien enquêteur au SRPJ de Marseille. Qu'avait eu Sylvain avec une femme à Toulon, surnommée Rosita. Il avait connu cette Rosita dans un bar de Toulon, le bar Le Navigateur, ça s'appelait. Il n'avait pas fait de déclaration d'amour, il n'avait pas l'intention de vivre avec elle. Je ne dirais pas qu'il a laissé tomber, mais il a fait comprendre que c'était fini. Et Rosita prend très mal cette séparation. Je pense qu'elle avait un penchant vers Sylvain. Et elle a mal vécu la séparation. Elle a si mal vécu que ça l'a rendue colérique au point de lui écrire une lettre où elle menaçait, autant que je me souvienne, de faire attenter à sa vie. Hein, sinon, elle aurait fait elle ou elle aurait fait faire par quelqu'un d'autre. Mais c'était très, très menaçant, quoi. On peut parler de menace de mort. Cette lettre nous a été remise par l'épouse de Sylvain, parce que c'est elle qui l'avait reçue à l'ancien domicile de Sylvain. Et donc, elle le remet aux enquêteurs. Elle a sorti cette lettre qu'elle avait reçue depuis des mois et qu'elle a sorti à peine juste le jour de l'assassinat de mon neveu. On a pensé que c'était un peu... c'était bizarre que cette lettre ait été cachée tant de temps, quoi. De ne pas l'avoir dit avant. Mais ça nous a un peu choqués, quand même. Et on s'aperçoit rapidement que Sylvain et Rosita s'étaient réconciliés par la suite, s'étaient revus et ils étaient de nouveau en bons termes. Il avait demandé le divorce et il était allé en conciliation, comme on faisait à l'époque. Il vivait très mal le fait de voir peu sa fille, d'après ce qu'il disait. Il aurait aimé avoir la garde de sa fille, mais avec les gens qu'il avait en face, il savait très bien que ça ne pourrait jamais se faire. Jamais. Il voulait absolument se battre. Se battre vraiment. Il parlait du conflit systématiquement avec son épouse. Et ça, c'était vraiment... ça lui bouffait la vie, cette histoire-là. C'était vraiment un problème. Sylvain va se rendre compte qu'il est suivi par une voiture. Jean-Claude Valera, ancien avocat de la famille de Sylvain Alloar. Il fait identifier la voiture et on se rend compte qu'elle appartient à une agence de détective privé. C'était un détective privé envoyé par son épouse. Donc lui confie qu'il a été missionné effectivement pour surveiller. Il devait essayer de rechercher s'il y avait un problème d'adultère, quelque chose qui puisse servir à l'épouse dans le cadre de la séparation. Cette piste nécessite d'être creusée. D'autant plus qu'on apprend aussi que Sylvain a fait un testament
dans lequel il déclare que de ses biens, rien ne doit tourner, rien ne doit être attribué à son épouse. Sainte de corps et d'esprit, s'il m'arrivait de décéder, je ne veux en aucun cas que la mère de ma fille puisse en disposer, ni que ce soit elle qui désigne un tuteur. C'est vrai, faire un testament à 31 ans, c'est pas commun. C'est pas commun. Donc, ça ça laisse penser aussi qu'il était très menacé. Il rédige ce testament 8 mois avant sa mort. Là, il était forcément sous pression, de toute façon, hein, puisque on n'écrit pas un testament où on dit, attention, quoi qu'il m'arrive, si je venais à mourir. Quand on dit si je venais à mourir, il n'est pas cancéreux, il n'a aucune maladie grave, il n'a rien pour mourir. Hein, la vie lui appartient. Et il parle de sa mort. S'il parle de sa mort, c'est qu'il pressent quelque chose. Vous venez d'écouter Au bout de l'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Cet épisode a été écrit et réalisé par Benoît Junot. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France.tv. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz, Astrid Verdun, assistée de Marie Agassan. Montage, Victor Benamou, avec la voix de Julie Drey.